Vous voulez créer une conciergerie ou bien vous avez déjà ouvert la vôtre, mais vous avez du mal à vous développer? Rejoignez-moi sur la communauté gratuite Le Club des Conciergeries et participez à des échanges inspirants et instructifs. Vous aurez également des conseils pour développer une conciergerie via une formation offerte et des lives réguliers. Pour rejoindre le Club des Conciergeries, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien en description. Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue sur La Conciergerie, le podcast dédié aux exploitants et futurs exploitants de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. C'est la dernière rediffusion de l'été. Mercredi prochain, on entame la saison 3 avec l'épisode 97. Et ce sera un épisode d'histoire de conciergerie. Je ne vous en dis pas plus à ce sujet. On arrive très vite à l'épisode 100 d'ailleurs, et je vous ai préparé une très belle surprise pour cet épisode qui sortira le mercredi 11 septembre. Notez bien de votre agenda, mercredi 11 septembre. Des indices vont fuiter en story d'ici quelques jours sur Instagram. Si vous êtes curieux et impatient, je vous invite à suivre les actualités sur le compte Instagram de la Conciergerie Podcast. Cette semaine, c'est la rediffusion d'un épisode que vous avez beaucoup apprécié, sorti en début d'année 2024. On parle de croissance et même d'hypercroissance avec le rachat de conciergerie. Ce qui peut être une stratégie très intéressante si on veut grandir vite, mais pas à la portée de tous car il faudra un capital de départ. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, j'interviewe Léo qui m'a contacté directement pour me parler, comme vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, on va parler de racheter des conciergeries, d'hypercroissance. Donc bienvenue Léo sur le podcast La Conciergerie. Bonjour, enchanté. Alors déjà, c'est quoi l'hypercroissance, grandir à grande échelle, pourquoi on aborde ce sujet? Et bien justement, Léo, est-ce que tu peux te présenter et pourquoi tu es là aujourd'hui? C'est ça. Alors du coup, moi je m'appelle Léo, je suis entrepreneur depuis 7 ans dans différents domaines, touché un petit peu à tout, la tech, la restauration, donc du coup un petit peu d'hôtellerie, euh, et puis maintenant tout ce qui est immobilier locatif, donc la conciergerie et du coup des ambitions de grandir comme on pourrait le faire dans la tech. Donc d'où le sujet de l'hypercroissance aujourd'hui et puis éventuellement des rachats de conciergerie parce que c'est le choix qu'on a fait. Donc aujourd'hui, ton activité, c'est quoi? Alors, mon activité aujourd'hui avec mes différents associés, c'est de gérer des logements, donc de la conciergerie, activité de conciergerie, et puis d'accroître toute cette partie-là. Donc on a différents rôles, on est 4 associés. Il y a 2 personnes, donc Xavier et Seb, qui eux vont se charger beaucoup plus des process. Et puis justement toute la partie intégration, mais on y reviendra tout à l'heure quand on parlera du rachat de conciergerie, que gère cette partie-là. Céline, qui elle gère toute la partie opérationnelle, donc gestion des voyageurs et gestion du personnel de ménage, des référents. Ça pareil, on rentrera dans le détail. Et moi, je m'occupe de toute la synergie, toute la partie négociation aussi avec les conciergeries qu'on rachète. Et puis toute la partie audit aussi avant de racheter la conciergerie, c'est-à-dire l'étude des chiffres, comment ça se passe, ce qu'ils font à l'heure actuelle, ce qui est possible à automatiser. Ok. Donc toi, t'as pas de conciergerie, t'as pas créé de conciergerie, hein? Si, nous, on D'accord. a créé une Ah conciergerie. si. Ouais, Ok. sur Toulouse, nous on a commencé avec de la sous-location sur Toulouse. On a pris quelques biens, histoire de comprendre comment ça fonctionnait, la relation avec les voyageurs. On s'est fait un petit peu la main. Et puis ensuite, on a eu un objectif de croissance. Donc on s'est dit la sous-loc c'est très bien, mais même si c'est très rentable, il y a quand même des grosses charges et c'est pas hyper sexy dans un bilan et dans un compte de résultats. Donc on s'est dit il va falloir lisser tout ça. Et maintenant qu'on a l'expertise de gestion de voyageurs et d'immobilier locatif, on va faire de la conciergerie. On a commencé à prendre quelques biens en organique, et puis après on a rapidement vu que c'était long et qu'il y avait des grosses opportunités sur des conciergeries qui voulaient arrêter. Donc on s'est focus un petit peu dessus.
Oui, parce que comment, en fait, c'est venu comme ça, le fait de vouloir acheter des conciergeries, du fait que ben, ça prenait du temps à se créer un portefeuille de logement, un parc de logement, pardon. C'est comme ça que vous vous êtes dit, bon, on va s'agrandir en achetant directement des conciergeries avec plein de logements. Ouais, alors ça s'est fait un petit peu différemment. Quand on a lancé le projet, directement on savait qu'on voulait taper fort euh, parce que on vient tous d'horizons un petit peu différents et de l'entrepreneuriat. Et le but c'est d'aller chercher toutes les expériences qu'on a acquises à droite à gauche sur les différents projets et puis de les mettre au sein de ce projet. Et donc on voulait taper un grand coup dès le départ. Ouais, une grande ambition dès le départ. C'est ça. Dans un épisode, je me rappelle plus le numéro, j'avais interviewé une conciergerie qui est au Sable d'Olonne et justement, eux, c'était une grande vision dès le départ d'avoir une croissance forte. Et quand on démarre et qu'on a déjà sa vision, ben, c'est vrai qu'on met les choses en place. Et racheter une conciergerie, et même plusieurs, du coup, ça a été ben, dans votre vision, j'imagine, du coup. C'est ça exactement. Ok. Comment vous avez fait pour trouver des conciergeries? Tu as dit tout à l'heure que c'était une opportunité? Ouais, alors en fait, je pense que tous ceux qui t'écoutent le savent. Les réseaux Facebook sont hyper présents dans le milieu de la conciergerie. Tout le monde se retrouve sur les différents groupes. Alors, il y a à boire et à manger dessus, mais en Hmm. l'occurrence, il y a aussi des bonnes opportunités. Et il y a une conciergerie qui se vendait. Donc nous, c'était sur Biscarrosse, toute première. Donc en l'occurrence, c'est différent. Alors là, je vais juste expliquer la différence entre les deux types de conciergerie. Il y a les conciergeries d'intendance. Donc, ils sont pas du tout au pourcentage, c'est pas de la formule complète, c'est simplement de la prestation de service. Donc, que ce soit le ménage, l'accueil des voyageurs, c'est du tarif fixe en euros. Et puis, il y a les conciergeries dites en formule complète, qui sont beaucoup plus facilement automatisables. Nous, dès le départ, on est parti sur une conciergerie d'intendance, donc celle de Biscarrosse. Donc, il y a 80 biens, grosso modo. Donc, c'est uniquement saisonnier. Hein, ça fonctionne d'avril jusqu'à septembre. Et puis le but, c'était de prendre celle-ci parce que c'est un gros socle. C'est une conciergerie qui marche bien. C'est l'entreprise pionnière entre guillemets dans le secteur là-bas. C'est la plus grosse. Très bonne relation aussi avec les institutionnels, donc la mairie, etc. Donc c'était pour nous important de reprendre celle-ci. Donc on est passé par une phase de négociation. On a regardé un petit peu comment ça se passait. Toute une étude de valorisation parce que c'est hyper compliqué à valoriser une conciergerie. Le prix par mandat de gestion. On rachète pas de fonds de commerce, ou du moins on rachète un fonds de commerce partiel, uniquement la clientèle commerciale. Donc pour nous, c'était la première expérience de rachat qui s'est plus ou bien passée en réalité. Donc c'est plutôt cool. Et puis voilà. Ensuite, on a compris les process, on a mis en place nous justement tout des, des petites comment je pourrais l'expliquer euh, des petits process justement pour auditer les conciergeries, savoir ce qu'on devait regarder, ce qui était important pour nous, le taux de charge, toutes ces choses-là. Donc on a créé tout un tableur en fait sur lequel on peut auditer ces conciergeries. Et puis ensuite on l'a racheté et là on va faire la première saison cet été avec la conciergerie de Biscarrosse. Donc on a gardé les mêmes process. C'est comme quand on rachète un resto. Il n'y a pas de recette miracle. On garde exactement la même carte qui fonctionnait les 3-4 dernières années. On garde le même staff et puis on perpétue jusqu'à atteindre le point de rentabilité. D'ailleurs, cet épisode va être un peu complémentaire à l'épisode 67, c'était comment revendre sa conciergerie. Là, on est du côté comment acheter une conciergerie, donc ça va être vraiment complémentaire. Mais c'est vrai que tu l'as dit là juste avant, tu as pu faire une estimation, enfin du moins tu as essayé de faire une estimation en fonction du nombre de mandats repris. Est-ce que d'ailleurs tu en sais, enfin est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment estimer une conciergerie? Est-ce que tu le sais ou tu le fais faire? Alors nous on l'a fait faire, donc ça a été fait par un cabinet juridique avec qui moi je travaille depuis quelques années sur les différentes sociétés que j'avais. C'est hyper compliqué, encore une fois, parce qu'on achète une clientèle commerciale, on fait de la reconduction de contrats, on en perd beaucoup. Nous sur Biscarrosse, on a perdu 20% des contrats quand on a racheté. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Généralement, une boîte lambda, elle est valorisée à 1,5 fois le chiffre d'affaires. Généralement, en général sur les secteurs. Là, généralement, nous on rachète sur l'EBITDA annuel. Hmm. Donc l'EBITDA annuel, c'est voilà, pour pas faire trop compliqué, c'est entre le résultat net et le chiffre d'affaires. C'est grosso modo le chiffre d'affaires en enlevant les charges. Donc ça permet d'acheter à une valeur qui est intéressante pour nous et puis à la fois, c'est pas non plus hyper déconnant pour les personnes qui vendent.
Donc le seul côté compliqué dans cette valorisation, c'est que souvent on achète un petit bébé, une boîte qui a été maintenue par des personnes depuis plusieurs années, qui le voient vraiment comme leur enfant. Donc les négos sont pas forcément très simples. On n'est pas toujours en face de personnes qui ont que le côté financier. Et puis la partie aussi la plus importante, c'est qu'il faut faire attention à qui on reprend et il faut sélectionner aussi les bons repreneurs parce qu'il y a toute une phase de passation qui est complexe. Ça se fait pas uniquement à signature et puis nous laisse le carnet client, on se débrouille. Non, à chaque fois, il y a des contrats avec des clauses qui expliquent qu'il y a une passation qui se passe pendant 3, 4, 5 mois en fonction. Et puis, elle se fait de la main à la main. C'est-à-dire qu'on rappelle la personne, le vendeur en fait va rappeler les propriétaires, vont ensuite nous les renvoyer, puis on les traite un par un. Donc c'est très long, très fastidieux, mais à la fois c'est obligatoire. Donc il y a aussi toute cette phase-là qui rentre dans la valorisation. Une personne où on sait que elle veut complètement changer d'activité, ou alors elle part à l'étranger, donc elle pourra même pas nous aider pour la passation. Bah, ouais, bien sûr, ça perd un petit peu de points aussi sur la valo. Donc il y a cette partie-là. Il y a aussi toute la partie dans la négociation de une personne qui est sûre de son affaire, qui sait que c'est une affaire qui roule et qui sort du chiffre d'affaires. Généralement, elle n'est pas contre le fait de prendre un intéressement sur le chiffre d'affaires sur les 1, 2, 3 premières années, enfin premières années de passation. Donc nous, généralement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ok. Là, la conciergerie qu'on a rachetée sur Toulouse, qu'on a signée il y a quelques semaines, en réalité, il nous la revend à un prix qui est assez intéressant. Donc c'est l'EBITDA divisé par 2. C'est une société qui faisait... Je peux rentrer dans les chiffres, ça dérange pas? Bah oui, au contraire. Voilà. C'était une boîte qui faisait 70 000 euros de résultats nets Ok. annuels, qui était pas totalement automatisée, donc il y a quand même un peu de charge, donc on peut aller chercher plus. Et nous, on l'a racheté 30 000 avec un contrat d'apporteur d'affaires pour la personne qui était vendeuse. Et il prend 15% sur les résultats nets la première année, 10% sur la seconde année et 5% sur la troisième. Ok. Et ça, c'est important pour nous parce que ça montre qu'il connaît le business, qu'il sait que son business est rentable et donc qu'il pourra capitaliser lui sur Oui, sur bien les sûr. années suivantes. On peut rentrer un peu plus dans le détail quand tu dis 70 000 euros de chiffre d'affaires net, tu disais? Résultat net. Résultat net, qu'est-ce que tu entends par résultat net exactement? Alors, ce qu'on entend par résultat net, globalement, ça va être le chiffre d'affaires, donc avec le forfait ménage et puis les 20% qui sont pris sur la nuitée. Mhm. Et on enlève toutes les charges de ménage, toutes les charges opérationnelles avec, il y avait une fille qui s'occupait de la gestion des voyageurs. Ok. Et puis les charges fixes, donc du channel manager, c'est du channel manager, enfin toutes ces Bien choses-là. Et sûr, puis ça nous ok. donne le résultat net. Ouais. Au final, le bénéfice un peu, non? C'est pas ça? Le bénéfice, alors on parle de résultat net avant impôt, Ouais, parce qu'après il y a bien l'État sûr. français qui rentre dans la Hmm. danse. Mais globalement, ouais, ça nous donne une idée des bénéfices, oui, de ce qu'on peut tirer en conciergerie. Ok. Et cette conciergerie, elle avait combien de logements? Vous en avez récupéré On combien avait 35 aussi? logements. Et vous avez récupéré les 35? On a récupéré les 35, la passation s'est Ok. fait super bien. Et même durant la phase de passation, la personne a récupéré 3, 4 mandats en plus. Ok. D'accord. Et si je fais le calcul, enfin peut-être que je n'ai pas toutes les infos, et vous avez acheté combien de conciergeries? Alors là, on a racheté Biscarrosse, on a racheté Toulouse, on est en phase de négociation sur une conciergerie à Clermont et une autre sur Cannes. Ok. Et donc avec Biscarrosse, ça fait combien de logements? Au total, on est à peu près à 150. Ok. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le sujet, dans le sens où, enfin dans le sujet, on rentre pas plus dans le sujet, on est toujours dans le sujet, mais vous achetez des conciergeries, avec beaucoup de logements, mais vous n'êtes pas sur place, vous n'allez pas les gérer vous. Comment vous Non, faites? non. Alors, en fait, on a une gestion un petit peu particulière. Il y en a sûrement qui doivent faire de la même manière que nous. C'est que on va placer des référents. Ce qu'on appelle référent, c'est le personnel de ménage, mais plus plus. C'est-à-dire qu'on essaye déjà de les valoriser, pas simplement leur dire bah, vous allez nettoyer les logements, mais vraiment de leur donner tout un côté autonomie, c'est-à-dire qu'ils ont un portefeuille de 5 à 6 logements chacun. Ils savent que le ménage doit être fait, ils ont accès au calendrier, mais ils vont répondre aussi à toutes les attentes des voyageurs. C'est-à-dire si un voyageur a besoin d'un sac poubelle en plus, de papier toilette, d'une casserole et ces choses-là, ils sont opérationnels sur place, donc on les paye un petit peu plus cher que du personnel classique. Mais par contre, nous, ça nous dégage un temps qui est monstrueux. Et puis généralement, c'est des personnes, et ça on le dit pas assez, c'est du travail qui est ingrat, clairement, le ménage. Et elles ont l'habitude d'être pas forcément traitées de la meilleure des manières.
Donc leur donner un côté aussi entrepreneuriat, gestion, autonomie sur les logements, ils adorent. On a des bonnes relations avec tout le personnel de ménage qu'on a. Bien sûr, il y a eu des déboires sur certains, mais majoritairement ça se passe très très bien. Donc c'est comme ça qu'on fait pour gérer les logements à distance, parce que mine de rien, acheter c'est très bien, intégrer ça se fait aussi, mais garder un standing correct pour les voyageurs et des bonnes notes, c'est plus compliqué. Donc C'est il y a sûr. toute une partie process interne aussi. En fait, tu dis référent, mais ce sont des city managers hein, dans le milieu. C'est Alors on ça? les appelle pas trop city manager parce que généralement city manager il y en a qu'un seul par ville. Hmm. Nous, par exemple sur Toulouse, on en a trois. On a trois référents qui gèrent leur appart et elles Hmm. les gèrent comme si c'était leurs apparts à elles. Ok. Donc, ben, il y a 2 conciergeries en attente là. Et C'est ça. ensuite, vous continuez? Et ensuite on continue. On a eu encore un appel nous ce matin sur une conciergerie à Versailles. Donc on regarde, après on prend pas tout. Hein. Il y a aussi beaucoup de coquilles vides, de Bah, bien personnes sûr. qui vendent et qui n'ont pas fait forcément grand chose ou très déficitaires. Donc la conciergerie c'est vraiment particulier. Toutes les boîtes ne se ressemblent pas quoi. D'ailleurs, c'est quoi vos prérequis pour racheter une conciergerie? Il y a peut-être des choses obligatoires? Ouais, prérequis c'est minimum 40 000 euros d'EBITDA annuel, donc de résultat net, grosso modo. Hmm. Minimum de 25-30 logements. Ok. Et puis, À l'année? ouais, à l'année, ouais. Parce que Biscarrosse, du coup, c'était saisonnier. C'était saisonnier, mais Biscarrosse, c'est différent parce que c'est de la prestation de service. Et à l'heure actuelle, Biscarrosse, on est sur un résultat net qui est bien plus important que ce dont je te parle. Ouais, ok. Oui, parce Mais que par ce contre, sont ça des maisons. nécessite la présence de l'équipe, ouais. Donc, toute l'équipe est présente sur Biscarrosse, d'avril. Là, c'est une première pour nous dans les conciergeries. C'est qu'on doit être présent sur place, d'avril jusqu'à septembre. Hmm. Ok. Donc 40 000 de revenus nets au minimum. Tu disais 20-30 logements? Entre, ouais, 25 et 30 logements 20. minimum. Et il faut qu'on ait du travail, donc il faut que tout ne soit pas automatisé. Nous, ce qu'on aime racheter, c'est des personnes qui gèrent à la feuille Bristol, comme on Hmm. aime le dire, et qui n'ont pas fait tout ce travail-là d'automatisation. Ouais, parce que vous Donc alliez gagner en mettant en place ces process, c'est ça? c'est ça. Bah, en fait, nous, Hmm. l'objectif, c'est de trouver une bonne balance entre une conciergerie qui s'est pas optimisée au maximum, donc nous, on peut récupérer des coûts, et ces coûts-là, donc ces économies qu'on peut faire, nous permettent justement de nous payer du personnel pour automatiser ce qu'on fait. Ouais, ok. Bah, j'aurais dû vous appeler à l'époque. Ok. Alors, toi et tes associés, vous achetez des conciergeries, mais il n'y a pas que ça à côté. Tu m'en parlais en off. Vous êtes en train de créer une blanchisserie, c'est ça? C'est ça. En fait, le problème, c'est quand on grandit, on se rend vite compte il faut mettre en place tout un tas de solutions internes. En l'occurrence, je pense que je vais pas vous l'apprendre, le problème numéro un en conciergerie, c'est le linge. C'est très compliqué, la gestion, ça coûte très cher, c'est très chronophage, et puis il y a toujours des loupés. Donc nous, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est une blanchisserie interne à la boîte. On s'est vite rendu compte que quitte à mettre autant d'argent dans une blanchisserie industrielle, bah autant le faire, en faire profiter tout le monde. Donc là, on est en travaux. Il y a plus de 300 mètres carrés de machines industrielles qui pèsent plus de 2 tonnes 5 chacune. Donc c'est de la grosse machine. Et ça sera prêt d'ici avril. Et Mhm. l'objectif, pareil, est de sortir des tarifs de linge en livraison dans toute la France, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut trouver en ce moment sur le marché. C'est-à-dire que des conciergeries pourraient passer par vous pour louer leur linge, peu importe où ils Exactement, sont. c'est ça. Donc nous, en fait, on livre le linge dans toute la France. Donc ça arrive par colis, avec un bordereau retour. Ok. Donc elle l'utilise et une fois que le linge est sale, elle le remet en carton et puis il y a des PD ou Colissimo qui viennent le chercher chez eux et qui nous le renvoient, qui est relavé et puis et puis voilà. C'est dans des tarifs qui sont hyper intéressants. Ok. Je connaissais pas du tout ce process. Je savais que certains louaient leur linge, mais donc ils ont des locaux dans des grandes villes, donc il faut être dans les grandes villes en général. Mais je savais pas qu'on pouvait envoyer le linge parce que j'imagine que c'est des frais de transport assez élevés. Les frais de transport qui sont élevés, oui. Après, il faut savoir que laver du linge, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Le gros poste, ça va être effectivement le poste logistique et le poste électrique. Donc, Ouais. on a quand même réussi à sortir un tarif qui est assez sexy. Et puis, on met en place aussi des franchisés dans les grandes villes qui, eux, vont réceptionner du coup le linge par palette, qui font office de point relais. Et du coup, ça nous permet, nous, de sortir des tarifs dans ces villes-là qui sont encore plus attractifs. Donc, mais on sera présent quand même dans toute la France dès le départ.
Ouais, c'est pas mal ça, parce que il y a de plus en plus de conciergeries qui sont dans des zones assez rurales. Donc du coup, c'est vrai que ben, c'est pas des fois il n'y a pas de laverie, donc c'est chez soi ou dans les logements qu'il faut nettoyer, pas de pressing. Donc c'est vrai que du coup, bah, il n'y a plus de question de est-ce que j'ouvre une conciergerie dans une petite ville alors qu'il y a de la demande. Ben, de toute façon, on a les process de linge qui sont possibles avec ben, bientôt vous. Est-ce que ça, il y a un nom déjà sur l'offre Ouais, il ou y a un nom, c'est Blanchisserie Sympa, parce que sympa, c'est le ok. groupe Sympa, c'est Sympa Group, donc toutes les boîtes s'appellent un petit peu comme ça. Et en l'occurrence, on fait aussi, je te parlais des franchisés, ça c'est une offre aussi qui est assez intéressante. C'est un coût de franchise qui est quand même assez attractif, et ça permet aux personnes qui ont déjà une conciergerie et qui veulent se faire un complément de revenu, bah, de monter une franchise dans leur ville. Généralement, une conciergerie connaît les autres conciergeries aux alentours, donc ça va être facile pour elle d'aller vendre le linge et puis de mettre en place tout cet écosystème. Et puis nous, ça nous permet du coup de s'agrandir encore plus vite. Donc ça, c'est ce qu'on propose. On a déjà des franchisés qui sont en place et qui attendent le lancement en avril. Mais pour les conciergeries qui souhaitent faire un complément de revenu et puis voir ça avec nous, c'est avec grand plaisir. Ça veut dire que ces conciergeries-là auraient un local avec du linge, c'est ça? Alors, soit un local, en fait, tout dépend. Nous, demain, un franchisé, le seul prérequis, c'est qu'il puisse stocker une palette ou deux. C'est pas énorme. Bah, les personnes qui sont en appartement, c'est un peu plus compliqué, mais une personne qui est en maison ou qui a un garage ou ce genre de choses, c'est assez simple. Et il fait simplement office de point relais. Donc, Ok, soit lui, il veut sortir ensuite un service supplémentaire de livraison et puis il livre directement le client. Soit il fait office de point relais et les gens viennent chez eux ou dans le local s'il a un local. Donc, ok. c'est assez flexible. Tu peux en parler un peu plus en détail ou c'est pas encore fixé ça? Tout n'est pas encore fixé, donc je peux en parler plus de votre manière. Il n'y a pas autre chose à dire que le fait qu'on ait des franchisés qui vont récupérer le linge, qui le stockent et qui font office de point relais entre les personnes qui commandent sur notre site et lui, s'ils sont dans la même ville. Par exemple, on a un franchisé sur Toulouse. Demain, sur le site internet, on a une commande d'une conciergerie qui est à Toulouse. Et ben la commande va directement être transmise au franchisé. Et lui, Euh, il prend un bénéfice sur la location du linge, grosso D'accord, modo. alors en gros, vous apportez le linge ou c'est lui qui Ouais. achète? Non, nous on lave le linge. Nous, on lave le linge, donc on a Ouais, le, le, le local industriel sur Biscarrosse, qui est présent sur Biscarrosse. ok. On envoie au franchisé, donc on va envoyer une palette de linge propre, deux palettes de linge propre. Donc lui, il le stocke simplement. Mhm. Il le loue aux conciergeries qu'il y a dans son secteur. Il récupère le sale et il nous renvoie le sale. C'est tout. Ok, Et ça permet sur les villes où il y a des franchisés d'avoir des tarifs qui sont hyper attractifs parce que nous, on envoie en gros, donc on économise des coûts logistiques. Et puis surtout, c'est plus flexible pour les personnes à côté. Et ouais. les villes où il n'y a pas de franchisé, bah, on envoie en carton aux conciergeries. Et puis simplement, le coût est un petit peu plus cher parce que bien sûr, il n'y a pas d'envoi de gros, mais on le fait quand même. Ok, c'est ok. Je mettrai des infos dans la description pour ceux qui veulent aller voir. De toute façon, ça ouvre en avril. L'épisode ben, sort avant, mais si vous l'écoutez plus tard, ben, ce sera déjà ouvert. Vous pourrez aller voir en détail sur le site. J'imagine qu'il y aura un site, c'est ça? Ouais, Ok. Ou peut-être qu'il y est déjà d'ailleurs. non. Non, ok. Donc, rachat de conciergerie, création d'une blanchisserie et en plus possibilité d'être franchisé. Et il y a encore un troisième truc parce que vous vous arrêtez pas là. Il y a aussi les kits d'accueil. Ouais, kit d'accueil, à l'heure actuelle, on fait partie des principaux acteurs dans le kit d'accueil. Il y en a peut-être qui ont déjà commandé chez nous. On a une société qui s'appelle Kitty BNB. Donc c'est du kit d'accueil complet et qui comprend, donc on a un kit salle de bain, un kit entretien. Donc pour le kit salle de bain, on est sur gel douche, shampoing, savon solide et puis un vanity. Donc vanity, c'est limaron, coton-tige, coton démaquillant. Et puis on a un kit entretien avec sac poubelle cuisine, sac poubelle salle de bain, liquide vaisselle, éponge. Donc ça au départ on l'a fait pour nous. Et puis ensuite, des conciergeries étaient intéressées, donc on a lancé l'offre. Et puis à l'heure actuelle, on est numéro 2 sur Amazon, Ok. donc c'est top. Et puis on est présent sur différents grossistes, dont chez Direct Collectivité, qui est le plus gros grossiste hôtelier en France. Et puis on vend aussi en direct. Ok, ouais, parce que tu disais deuxième sur Amazon parce que la grande majorité des commandes sont sur Amazon ou... Euh, ouais, une grande majorité des commandes sont sur Amazon. Après, généralement, une personne qui commande sur Amazon, par la suite, commande sur notre site. Parce qu'il n'y a pas il y a pas les frais Amazon. Ah oui. Mais c'est vrai qu'Amazon brasse à l'heure actuelle beaucoup de monde.
Ouais, donc ce serait quand même plus avantageux d'aller sur votre site. Et on est notre propre client. En fait, tout Ouais. l'écosystème, c'était aussi ça. C'est le but, c'est que la conciergerie puisse être cliente de la blanchisserie, des kits. Et donc ça, Ouais. c'est hyper valorisant pour le groupe. Oui, oui, puis vous l'avez créé à la base pour votre besoin et finalement vous faites partager. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conciergeries en fait qui veulent créer des blanchisseries et finalement vont l'ouvrir parce que du coup c'est possible du coup d'avoir une rentabilité sur ça. D'ailleurs, il y avait un épisode, j'essaye de le trouver, je sais plus lequel c'était. Euh, je sais plus, mais une autre conciergerie que je connais bien qui a créé des laveries. En fait, automatiques. Eux, ils utilisent la laverie pour le linge de leur conciergerie et du coup, la laverie est ouverte au public aussi. Ouais. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Ok, donc ça en fait du boulot. Est-ce que vous Ouais. dormez? Alors on arrive à bien dormir. Bon, souvent sur le téléphone et sur la boîte mail et tout ça, mais à la fois le fait qu'on ait des ambitions de croissance, ça nous oblige du coup à mettre en place énormément de process et de solutions internes. Et donc mine de rien, en fait, on voit pas de différence entre le fait d'avoir 30 logements sous gestion ou 150. Ça nous prend pas plus de temps. Donc, enfin du moins c'est vraiment minime. Donc c'est l'objectif aussi qu'on se fixe. Et puis on est suivi aussi par pas mal de personnes, on est suivi par pas mal d'investisseurs derrière. C'est ça qui Ouais. nous permet de faire de l'acquisition de conciergerie. Donc les assemblées générales chez Sympa Group, elles sont assez drôles. On est plus d'une trentaine de personnes. Ah oui. Et puis ça permet à chaque fois de mettre en place une synergie qui est de matière grise qui est énorme, quoi. Il y a beaucoup de Hmm. personnes qui réfléchissent et puis du coup on a des investisseurs dans toute la France. Donc quand on a besoin de quelque chose sur telle ville et qu'on a un logement dans telle ville, généralement on trouve toujours une personne qui est dispo, quoi. Ouais, c'est sûr. J'ai deux petites questions sur ce que on a dit depuis le début, qui me sont venues par la suite. Tu disais tes prérequis pour le rachat de conciergerie, tu avais parlé des 40 000 de revenus nets, des 25-30 logements, et pas forcément automatisés, mais on n'a pas parlé d'ancienneté. Est-ce qu'elle doit avoir une certaine ancienneté? Alors, tout dépend. Nous, on va pas forcément parler d'ancienneté, on va parler de réputation. La conciergerie, je pense que je t'apprends rien, c'est un business qui est Hmm. réputationnel, clairement. Donc nous, ce qu'on essaye de regarder, c'est déjà la fiche Google My Business, qu'elle soit bien entretenue, qu'elle ait une bonne notation, qu'elle apparaisse bien, qu'elle soit bien référencée. Et puis derrière, il y a aussi des propriétaires qui soient fortement engagés et avec qui il y a une bonne relation. Donc ça peut être une conciergerie. Celle de Toulouse, elle a 1 an par exemple. Elle a 1 an, mais la connexion qu'il a avec les propriétaires, elle était juste dingue. Il y a un climat de confiance qui est incroyable. La majorité des propriétaires, ils ont 3, 4, 5 biens dans la conciergerie, donc c'est plutôt cool. Et c'est que des personnes qui se connaissent. Donc l'ancienneté, oui. Celle de Biscarrosse, elle avait 6 ans. C'était la première sur Biscarrosse. Euh, donc du coup, oui, il y a des personnes qui ont l'habitude et c'est plus simple. Mais quand tu fais le rapport, les passations se passent pas forcément mieux avec une conciergerie qui a plus d'ancienneté qu'une autre. Ok. Donc c'est vraiment plus sur la réputation qu'on essaie Hmm. d'axer le prérequis. Il y a un type de bien que vous préférez ou pas? Vous Alors prenez nous, tout type de bien? on adore les petits biens, nous. Les Ah ouais? studios T1, T2, c'est le top. Les surfaces en dessous de 60 mètres carrés. Ok. Les maisons, c'est beaucoup de problèmes parce que c'est pas la même clientèle. La maison, on va avoir beaucoup de personnes pour faire la fête. Euh, Hmm. et ça, c'est très compliqué à filtrer, surtout avec les faux comptes Airbnb, tout ce qu'il faut. Et il faut quand même se dire qu'on est responsable des biens, on s'engage, on a une responsabilité envers les propriétaires. Donc nous, le but, c'est de pouvoir faire quelque chose qu'on maîtrise. Donc je dis pas que les appartements, il n'y a pas de déboires, mais c'est quand même plus simple. Généralement, il y a moins de... Les maisons, par exemple, sur Biscarrosse, le problème, c'est que vu que c'est saisonnier, les personnes laissent beaucoup de matériel personnel dans les maisons, Ouais. donc il faut faire hyper gaffe. Et quand on est mandaté pour gérer un bien, on doit aussi filtrer les entrées, et ça, c'est hyper chronophage. Hmm. Ok. De toute façon, tu disais pas forcément d'ancienneté, mais il faut au moins un an pour connaître le chiffre Ouais, d'affaires. il faut au moins 1 an. Ouais. Aussi, j'imagine qu'il faut qu'elle soit en société, pas en micro-entreprise. Ça dépend, Ouais, ça dépend. Ok. ça dépend, peu importe. Ça, pour le coup, nous, ça nous change pas grand-chose. Ok. Mais comment vous faites pour un rachat? Parce qu'en micro-entreprise, c'est compliqué. En fait, on rachète simplement le carnet clientèle. On rachète pas la société. D'accord, ok. Pour deux raisons. Première raison, on connaît pas les gens, on sait pas ce qu'ils ont fait avec leur comptabilité.
et on veut pas d'avoir d'injonction future en contrôle fiscal ou ce genre de choses. Donc nous, on rachète uniquement le fonds de commerce partiel, donc la clientèle commerciale. Donc la Même pas société l'image reste. finalement. Tout dépend, encore une fois. Conciergerie Ah ouais, Biscarrosse, on a ok. racheté l'image. Celle de Toulouse, on n'a pas du tout racheté l'image, on a juste intégré les logements. Donc tout dépend. On peut pas racheter toutes les images parce que sinon ça fait Hmm, beaucoup de conciergeries différentes. Mais celles qui ont une image forte, on essaie de les conserver. Ouais. ok. Et c'est pas le sujet, mais est-ce que vous rachetez aussi des entreprises de sous-location? On est en train de regarder. Là, on en a une en étude sur Amiens, mais c'est très complexe. C'est très complexe parce que bah, souvent du coup c'est du bail commercial Hmm, qui est mis en place, et là pour faire une reconduction, ça coûte cher. ouais, Ça ok. coûte cher, donc on a regardé parce qu'il y en a qui sont très rentables, hein. Il y en a en France qui font très bien leur job et qui ont des super boîtes, mais à valoriser c'est très compliqué. Puis il y a Et ouais, beaucoup de ouais. charges, donc faut pas se louper. Ouais, c'est plus facile de racheter un contrat de conciergerie. Et complètement. Ouais, ok. Dernière question. Tu parlais que les conciergeries peuvent être franchisées pour la future blanchisserie qui va ouvrir, mais que les conciergeries ou même des personnes qui n'ont pas de Non, conciergerie? des personnes même qui n'ont Ok. pas de conciergerie. C'est vrai qu'on a axé pas mal sur les conciergeries parce que c'est une logique en soi que ce soit les premières personnes intéressées. Euh, mais à la fois, il y a des personnes qui n'ont pas de conciergerie et puis qui ont postulé pour être franchisées. Ouais. Ok. Parlons un peu de l'avenir. 2024. Bon, on est déjà bien entamé en 2024. C'est quoi l'objectif de fin d'année? Combien de conciergeries? Combien de biens? L'objectif, c'est de finir l'acquisition d'une dizaine de conciergeries sur l'année 2024 et puis de devenir à partir de 2025 un des acteurs principaux en France de la conciergerie. Globalement, c'est l'ambition. On a tout ce qu'il faut derrière. Et puis on est tous prêts à atteindre cet objectif, donc tout en gardant bien sûr une même qualité de service. Et on veut pas que ça se ressente sur les clients qu'on a déjà, le fait d'en racheter une autre. Ok. Donc, ben, on a vu les critères que vous recherchez pour acheter. Du coup, ceux qui écoutent et qui voudraient revendre peuvent vous contacter. Avec grand plaisir. Ok. Et on vous contacte comment? Alors on a un mail, Sur le mail, ok, que euh, je mettrai dans les infos alors. on mettra, et puis ensuite généralement on fait un visio, on se déplace, on va manger au restaurant, hein, ça permet de connaître un petit peu mieux les personnes. C'est hyper important, encore une fois, vu qu'on achète vraiment une réputation, Ouais, c'est c'est du important de connaître relationnel. les repreneurs et il faut qu'on ait une bonne relation avec eux. Ok. Donc on Ouais. essaie de faire quelque chose d'assez avec pas mal de proximité. Et puis ensuite, voilà, on met en place, on regarde les chiffres, les liasses fiscales, enfin, tout ce qu'il faut pour déterminer le prix de valorisation. Ok. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin? Un mot de la fin, pas tant que ça. Simplement, je vois pas mal de personnes qui ont du mal souvent à gérer la conciergerie. Le seul truc que je pourrais rajouter, parce que c'est ce qu'on entend la plupart du temps, c'est d'essayer de se détacher de tout ce qui est notation voyageur. Je dis pas Hmm. de proposer des services qui sont pas bons, mais à vraiment se détacher de ça, parce qu'on reste tous focus entre guillemets sur les chiffres, des notes, des étiquettes, et à la fois on perd un petit peu ce côté relationnel avec les clients, et je pense que c'est ce qui prime le plus. Donc voilà, si on peut se permettre de rajouter ça, nous souvent sur les audits on rachète du burn-out, c'est ce que je t'avais dit en off, des C'est personnes qui vrai. arrêtent parce qu'elles sont trop fatiguées et elles en ont marre. Et en fait c'est souvent ça qui revient, c'est le côté notation et accro à la stat, le taux d'occupation, toutes ces choses-là. Et je pense qu'il faut se détacher un petit peu et puis essayer de grandir et de gérer au mieux comme on peut. Hmm. Votre slogan, c'est pas vous êtes en burn-out, on vous rachète? Non, c'est pas ça. Alors c'est vrai que comme je te dis, la plupart des personnes qui nous contactent, c'est ça, hein. C'est des personnes qui ont fait 3, 4, 5, 6 ans dans la conciergerie, qui ont monté une entreprise fabuleuse, mais qui à la fois les a bouffés complètement. Donc ils ont envie d'arrêter et faire autre chose. Bien Donc sûr. des fois c'est pas forcément très simple, mais ça fait presque même des fois un petit peu de peine, parce que c'est des personnes qui sont pas du tout dans le secteur de l'entrepreneuriat et qui ont monté des choses qui sont meilleures que certains qui sortent de grandes écoles. Ouais. Donc c'est top. Mais je pense que ouais, en fait, les plateformes nous forcent à vraiment être axés statistiques. On doit répondre aux voyageurs dans un délai imparti. Enfin, je pense que c'est surtout cette partie stress où il y a des personnes qui n'arrivent pas forcément à se détacher. Et, euh, et il faudrait que petit à petit, ça le soit. Hmm. Bien, merci Léo pour cet échange.
Je mettrai toutes les infos en description de l'épisode et dans la newsletter qui sort le lendemain de la sortie de l'épisode. Et ce serait pas mal d'avoir ton feedback après, si tu as eu des conciergeries qui t'ont Complètement. contacté, si vous en avez racheté, où vous en êtes à la fin de l'année. Donc on se reparlera d'ici là. Complètement, avec plaisir. Et bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.